À la une ce soir, un nouveau dimanche pluvieux en Martinique était placé en vigilance jaune. Rester à la maison ou aller au cinéma, sortir coûte que coûte, notre reportage en début de ce journal. 35 bougies pour Radio Saint-Louis, un anniversaire fêté à Ducos en présence de Monseigneur Macaire. Plusieurs animations étaient au programme. Un single réalisé avec Gertrude Sénin a été présenté. La chorale Arpège prépare son spectacle de fin d'année. Elle regroupe les élèves du couvent de Cluny, une véritable école de la vie, comme vous pourrez le voir dans notre reportage. Et puis, la victoire d'Eward Le Gaillard du Madina Bikeuse au Tour Cadet de la Martinique. La compétition s'est terminée cet après-midi. Résumé dans votre Sport Week-end présenté par Karel Chassol à la fin de votre tranche info. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Comme prévu, la Martinique est repassée en vert à 17 h après un jaune. Météo France toute cette journée pour fortes pluies et orages, le mauvais temps. Cela devient une habitude depuis plusieurs dimanches avec des conséquences sur les manifestations sportives et aussi sur le moral des Martiniquais. Et vous allez le voir, certains ont tout de même maintenu leurs activités extérieures. On fait le point avec Anaïs Gall. À la Pointe-Fola, la pluie et la grisaille viennent ternir le paysage. La plage semble bien vide, mais les inconditionnels ne se laissent pas décourager par la météo. On est venu faire un petit tour voir ce qu'il y a quand même à la pointe. Et voilà, il y a quand même des véliplanchistes, des kitesurfers, donc voilà, il y a de quoi faire quand même. Sous ce chapiteau, les invités se consolent avec de bons plats chauds. C'est le cas de Jonathan et sa famille venus assister à un baptême, finalement annulé à cause du mauvais temps. C'est assez embêtant parce que ça demande beaucoup de préparation et des gens étaient conviés, donc annuler tout ça, c'est quand même assez embêtant. Mais après on reste et on profite du peu de temps qu'on a avant la pluie. Il y a une petite grillade et puis bon, on va manger, on va s'amuser. Il n'y a que ça à faire. Si Sarah semble apprécier son repas, elle est tout de même un peu déçue par ces week-ends pluvieux, un peu trop réguliers à son goût. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est les vacances, on a travaillé dur à l'école et il faut bien un moment de repos. Dans ce restaurant en bord de plage, on préfère ne pas trop s'inquiéter. La pluie n'est pas forcément un obstacle, surtout si elle tombe au bon moment. Si la pluie arrive aux alentours du service de midi, les gens qui sont à la plage le matin viennent manger bien volontiers chez nous, s'abriter, etc. Donc on connaît des services complètement identiques à ceux du beau temps. Peut-être un petit peu moins d'activité, mais c'est pas flagrant. Sans oublier les kitesurfers et les véliplanchistes. Moins nombreux qu'à l'ordinaire, ils sont tout de même une quinzaine à venir profiter des rafales aujourd'hui. Des conditions qui peuvent tout de même être dangereuses pour les débutants. Géraldine et sa famille ont dû chambouler leur programme. Là, on devait faire un cours de kite et il a été annulé du fait de la météo. Bon, après, voyant que l'orage ne venait pas, on a fait quelques petits allers-retours, mais on ne s'est pas lancé dans des grandes sorties par rapport à la vigilance jaune en fait. D'autres préfèrent opter pour des activités bien au sec, comme aller voir un film en famille. Philippe a même emmené toute une troupe avec lui. C'est l'anniversaire de ma fille et elle a invité ses amis à aller au cinéma avec elle. Parce que comme effectivement avec ce temps on ne savait pas, on était incertain, donc on a profité pour emmener tout le monde au cinéma. On est sur une île entourée d'eau, donc mis à part les activités de plein air qui ne peuvent pas se réaliser quand il pleut, heureusement on a le cinéma. Au cinéma, à la mer ou au restaurant, chacun trouve de quoi occuper ces journées pluvieuses. En attendant, les Martiniquais prennent leur mal en patience et espèrent pouvoir enfin profiter du soleil le week-end prochain. Voilà, rendez-vous le week-end prochain avec la météo. Ce dimanche marquait également la fin du Ramadan pour des millions de musulmans. Un moment célébré avec la fête de l'Aïd, dernière rupture du jeûne en Martinique. Les croyants ont pu perpétuer aussi la tradition. Écoutez les explications d'une fidèle interrogée ce matin par Yoann Boulard. Le Ramadan s'est passé très bien, donc c'est un mois de jeûne où on a jeûné, on a fait plus de prières que les prières obligatoires. Et là, le Ramadan touche à sa fin et donc aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd. Ça veut dire, c'est la petite fête qui suit le Ramadan et puis c'est un moment de convivialité où on va visiter la famille et les amis. On partage un repas ensemble, entre musulmans. On est invité chez une sœur, on a cuisiné ensemble. Il y a les enfants qui sont en train de jouer ensemble et puis on va manger ensemble et je pense qu'on va rester jusqu'à coucher de soleil et après chacun va rentrer chez soi. C'est vraiment le jour de fête où on va manger
Certes, un petit peu plus, mais on essaie quand même de manger normalement et on cherche à se réunir avec les autres, dans la communauté avec les autres et les voir. Donc en fait, ça permet de se voir entre nous. Fête également pour les catholiques réunis cet après-midi pour l'anniversaire de la Radio Saint-Louis, une aventure née en 1982 à l'initiative du père Jean-Michel. Ce dimanche, 35 ans plus tard, les animateurs et auditeurs étaient conviés à Ducos pour un grand rassemblement. Le reportage de Yoann Boulard et Loïc Régis. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus. Moment de célébration pour les fidèles de Radio Saint-Louis. La station fête son anniversaire avec des centaines d'auditeurs. Miguel a fait le déplacement. Pour elle, la spiritualité est une priorité. On a besoin d'un point d'ancrage, donc et je crois que la foi, c'est mon point d'ancrage à moi et c'est celui que tout le monde devrait avoir d'ailleurs. Au cœur de ce moment festif, des prières et des louanges qui réunissent les habitués de la station. Qu'est-ce que vous aimez ? Surtout la spiritualité, ça me change un peu les idées. C'est une bonne chose, hein. C'est comme si on se retrouvait à la plage en famille ou bien dans une communion, dans un baptême, voilà. Et on est tous ensemble pour la même chose. Nous sommes là tous ensemble pour la même chose. Prier. Je suis chrétienne, je pratique assidûment et j'écoute régulièrement Radio Saint-Louis. Même en métropole, je suis connectée sur Radio Saint-Louis et il n'y avait aucune raison que je ne sois pas présente ici aujourd'hui. La radio vit en partie grâce aux dons de ses auditeurs. Pour les responsables, cet événement est une façon de les remercier. La station existe depuis 35 ans, un succès qui s'expliquerait notamment par une programmation variée. C'est à la fois une radio catholique, donc il y a un ensemble de prières, un message qui est l'évangile qui passe par-dessus les toits comme l'a voulu son fondateur, mais c'est aussi des informations, c'est aussi de la culture, c'est aussi des interviews. C'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui Radio Saint-Louis a pris toute sa place dans le paysage audiovisuel martiniquais. Radio Saint-Louis se veut dans l'air du temps et à la pointe de la modernité. Il y a 7 ans, la station s'est dotée d'un site internet et d'une web TV. Des internautes de 30 pays s'y connectent pour accéder à ces programmes. Dans l'actualité également, le match des Yana Dokor et des Matinidos qui se jouait cet après-midi au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. Il s'est terminé il y a quelques minutes. C'est malheureusement les Guyanais qui ont gagné. Ils se sont donc imposés face aux Martiniquais avec un score de 1-0 grâce à un but marqué par Sloan Priva. Donc la Guyane qui remporte la 3e place du podium pour cette compétition. Je vous rappelle que la finale va se jouer demain entre la Jamaïque et Curaçao. Et puis ces passagers en colère à l'aéroport d'Orly à Paris. Le vol d'Air Caraïbes à destination de Fort-de-France a été annulé. Il était prévu au départ à 15h et ce n'est qu'à 19h que les clients de la compagnie ont reçu un bon d'hôtel. Le vol a été reprogrammé pour demain. Vous le voyez, les esprits se sont échauffés au comptoir de la compagnie. La police a dû intervenir pour amener le calme. Des images fournies cet après-midi par l'une des passagères du vol Air Caraïbes. C'est l'heure de retrouver notre invitée ce soir, Yolène Parizeau. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous littérature puisque vous êtes la présidente du CIEF, le Conseil international d'études francophones. Son congrès se tient cette semaine en Martinique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un petit peu cette organisation ? Alors, le Conseil international d'études francophones est une association à but non lucratif qui a été créée il y a 31 ans donc, pour la promotion des études francophones dans le monde. C'est une association qui organise chaque année un congrès international qui réunit entre 200 et 400 participants, donc cette année 300. Enseignants, chercheurs, universitaires, critiques, journalistes, acteurs de la francophonie. Alors pourquoi avoir choisi la Martinique cette année ? Parce que il y avait eu un congrès du CEF en Guyane, en Guadeloupe, donc ça faisait longtemps que le CEF n'était pas venu dans la zone de la Caraïbe. Alors ça sera l'occasion justement de redécouvrir quelques grands auteurs martiniquais comme Édouard Glissant par exemple. Oui, bien sûr, la pensée d'Édouard Glissant a beaucoup inspiré l'argumentaire de notre colloque, donc, qui s'intitule « L'île et son autre, la francophonie en relation ».
population. Et avec cette idée qu'à partir de l'espace caribéen, il s'agit d'ouvrir à l'ensemble du monde, ce qui permet aussi d'envisager d'autres espaces de la francophonie, comme la Méditerranée par exemple. Alors quand on parle de la francophonie, en tout cas au sein de votre organisation, on parle plus des idées qui sont justement portées par les auteurs, qu'ils soient antillais, mais aussi qui viennent d'autres territoires où on parle le français, où on écrit le français, plutôt que de la langue française en elle-même. Est-ce que c'est vraiment un parti pris ? Alors, non, il y a vraiment le parti est vraiment pris, est vraiment celui de l'ouverture. Donc il y a quand même cette dimension linguistique qui subsiste, ne serait-ce que parce qu'il y a tout un volet consacré à l'enseignement du français dans le monde et notamment dans des espaces qui ne sont pas spécifiquement francophones. Mais de plus en plus, effectivement, ces dernières années, nous avons voulu privilégier l'idée d'une francophonie comme facteur principe pour repenser le monde et pour affronter les enjeux du monde contemporain. Là, vous l'avez dit, vous allez vous réunir, que ce soit des auteurs, des enseignants-chercheurs en littérature française, et à la fin, il y aura évidemment une restitution de ce congrès. Qu'est-ce que cela va apporter pour la suite ? On espère faire naître des vocations parce qu'on consacre aussi une large place aux jeunes chercheurs. L'intérêt du congrès de cette année est le partenariat avec l'Université des Antilles, donc cette ouverture aussi aux étudiants et largement au public. Donc c'est très important selon nous, pour le rayonnement de la francophonie, des littératures francophones notamment. Voilà, et on rappelle qu'il y aura de nombreux auteurs martiniquais, antillais, qui seront présents donc à partir de demain, de lundi à vendredi. Et donc, vous allez donc tenir ce congrès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du CUF, que vous êtes vous-même enseignante universitaire à l'Université de Rennes. Merci beaucoup. On poursuit ce journal avec donc l'actualité en région. On va partir en Guadeloupe dans quelques instants. L'île est concernée, vous le savez, par les conséquences du réchauffement climatique de la planète. Un diagnostic a été lancé pour évaluer les impacts sur la ville de Saint-François. Et puis en Guadeloupe, toujours la découverte d'une nouvelle technologie qui a de l'avenir, l'impression 3D, la fabrication d'objets façonnés par une machine via des modèles numériques. Et donc, direction la Guadeloupe, je le disais, comme nous, l'île Sœur est concernée par les conséquences du réchauffement climatique. Un diagnostic a été lancé pour évaluer les impacts sur la ville de Saint-François. Le reportage de Karine Diama. Lancé en janvier 2017, le diagnostic de vulnérabilité de la ville de Saint-François aura permis de mettre en lumière l'impact du changement climatique sur ce territoire balnéaire. Le diagnostic a duré à peu près 4 mois et il nous a permis d'aboutir à des résultats, notamment sur le littoral. Par exemple, sur une plage comme celle des Raisins Clairs, en 50 ans, on a perdu un petit peu plus de 30 mètres. Donc le diagnostic a permis de se poser ces questions, comment le territoire a évolué dans le passé, donc depuis les années 60, puisqu'on a des données qui datent des années 60 sur le littoral, et comment le territoire va évoluer dans le futur par rapport au changement climatique. Sachant qu'une des principales conséquences du changement climatique, c'est que le niveau de la mer va augmenter. Concrètement, les données qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on attend que le niveau de la mer augmente 2 mètres d'ici 80 ans, sachant que ça peut être encore plus important dans un futur proche. Récoltées pendant près de 4 mois, ces données ont eu pour vocation de permettre à la commune de Saint-François de mettre en œuvre une série d'actions visant à protéger le territoire. Les études d'impact font la démonstration de l'érosion du littoral et du risque de la montée des eaux. Donc nous avons pris des dispositions pour sécuriser les populations. Mais en même temps, nous devons leur permettre de se développer. Nous devons permettre au territoire de continuer d'être attractif pour tous. Donc ça passe par des mesures en termes d'urbanisme, en termes de protection du littoral, en termes de sécurisation des différentes activités existantes et des activités à créer. Et ici, à Raisins Clairs en particulier, eh bien, c'est le trait de côte qu'il faut sauver. Mais au-delà du trait de côte, c'est les éléments patrimoniaux, comme un cimetière d'époque coloniale, le cimetière ou les cimetières de Saint-François et la vie des populations. À la fin de ce mois, un colloque sera organisé et des décisions seront actées pour faire face au changement climatique.
On reste en Guadeloupe à la découverte d'une nouvelle technologie qui a de l'avenir, l'impression 3D, la fabrication d'objets façonnés par une machine via des modèles numériques. Comment ça marche? Les explications avec ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Ce dragon jaune a été créé à partir de cette machine. On a ce dragon qui est fait en plusieurs pièces. Le fichier de modélisation, je l'ai récupéré sur le web. Donc c'est une femme qui l'a modélisé. Elle a été très sympa. Une fois qu'elle a fini le travail de modélisation, elle a mis les fichiers en accès libre et gratuit sur le web. Donc ici, on a plusieurs pièces qu'on a imprimées séparément et ensuite pour les assembler et surtout pour qu'une position soit maintenue, on a un élastique entre chaque pièce qui permet de tendre les pièces entre elles et du coup de maintenir aussi la position. Pour imprimer en 3D, il faut une imprimante spéciale et des outils adaptés. On a d'abord un filament plastique qu'on chauffe par une buse. On a des températures qui peuvent atteindre 230 degrés jusqu'à 230 degrés. Ça va dépendre en fait du filament qu'on veut, du plastique qu'on veut imprimer. Donc une fois que la buse chauffe le filament, donc ça va faire fondre le filament et puis on va venir déposer de fines couches de filament sur le plateau. Une fois que la première couche a séché, on vient poser une seconde couche, etc. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que quand on construit une maison, qu'est-ce qu'on fait? On pose d'abord une première couche de parpaing, ensuite une seconde couche, une troisième couche, etc. Et au final, on a notre maison. Donc là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre du parpaing, on met des plastiques, des couches l'une sur l'autre et on finit par avoir sa pièce en volume. Autant d'éléments et de formes qui peuvent être finalisés grâce au 3D, une impression en plein essor. Retour en Martinique pour la fête patronale du Vauclin. Pour l'occasion, l'artiste Christophe Maire a réalisé une fresque à base de matériaux de récupération. Il a réuni quelques personnalités qui ont pu marquer la commune sur cette fresque d'un travail de 6 mois auquel a pu participer des jeunes Vauclinois. On écoute l'artiste interrogé par Anaïs Gall. Sur la fresque, on est dans une relation intergénérationnelle où vont se rencontrer des personnages qui ne sont plus là mais qui ont marqué leur époque et puis d'autres qui sont là aujourd'hui et que les gens ne connaissent pas forcément ou alors qui n'ont pas l'occasion de côtoyer. Et donc en venant, en visitant le Vauclin, ils pourront tomber justement sur ces photos qui parlent de ces personnages, qui mettent à l'honneur, je sais pas, cette Guy Eustache qui est grand champion de la Martinique, mais à côté aussi il y a d'autres personnes comme Madame Fondelot qui a rendu service à la culture, qui continue à œuvrer pour la culture au Vauclin. Et donc l'idée c'est de commencer quelque chose, de débuter quelque chose et non pas de mettre quelque chose de définitif. Il faut penser que ces petites fenêtres qui sont là devront recevoir la visite et l'accompagnement d'autres fenêtres, donc d'autres personnages, d'autres personnalités du Vauclin qui vont venir enrichir ce mur. Derrière cette fresque, il y a des maisons en indivision, des maisons en très mauvais état. Et comment rendre cet espace de maisons délabrées agréable pour les administrés, la population. Et en récupérant un maximum de feuilles de tôle, de bois, de fenêtres aussi sur ces maisons délabrées, est née évidemment la création de cette œuvre d'art de 32 mètres quand même. Et puis terminons ce journal par la répétition de la célèbre chorale Arpège. Le traditionnel spectacle de fin d'année doit avoir lieu demain. Après année, les élèves du couvent de Cluny passent par cette institution plus qu'une chorale, un lieu d'apprentissage des règles de vie qui permettent de chanter à l'unisson. Le reportage de Loïc Régis. Répétition des gammes à 24 heures du grand show. Un exercice abordé sans pression. Les chanteurs ici sont tous des passionnés de musique. Intégrer la chorale de l'école était donc une évidence. Ça nous donne l'expérience de la scène, l'expérience du public, aussi chanter devant plusieurs personnes, etc. Et ça forge beaucoup au niveau du caractère. Aussi, ça nous donne quoi d'autre? Enfin, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de partage avec nos amis, vu que c'est la chorale de l'école. C'est vrai que la chorale a un répertoire qui est plutôt éclectique. Et il y a certaines chansons qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on apprend. Et ça élargit du coup nos connaissances musicales. Et
Je ne vais pas dire que c'est un travail qu'on fait sur nous, c'est plutôt tout le temps de la découverte, aller voir ailleurs. Au-delà du simple aspect musical, il y a un travail de recherche des décors et des costumes. Sur scène comme en dehors, une cohésion de groupe se met en place au fil des mois de préparation. Ça nous permet de nous détendre à côté de l'école parce que bon, même si c'est sur notre temps libre, c'est quand même quelque chose que je pense qu'on aime tous. Et puis l'intérêt aussi, c'est un intérêt pédagogique parce qu'on vit en communauté, puisqu'on part en voyage, on fait plein de choses et on est en groupe le plus souvent, donc voilà. Cela fait 18 ans que la chorale arpège existe. Pour la chef de chœur qui dirige la manœuvre, c'est un cadre qui permet à un jeune de s'épanouir. Les enfants apprennent à vivre ensemble, à fonctionner ensemble, à se respecter, à se tolérer. Et ce n'est pas évident du tout. Mais c'est ça en fait pour moi l'intérêt premier, c'est surtout de tolérer l'autre, de concevoir que l'autre peut être différent, peut avoir ses particularités. Et ça c'est très porteur pour les adolescents en tout cas. La chorale sera une nouvelle fois accompagnée de musiciens et danseurs professionnels. Début du spectacle lundi soir à 19h au Tropicatrium. Voilà, avant de vous quitter, l'arrivée de Laura Flessel en Guadeloupe. La ministre des Sports commence une visite officielle qu'elle poursuivra en Martinique à partir de lundi. Elle fera une visite des installations sportives et devrait rencontrer le président de l'exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne. On fait le point avec Nathalie Zinane. Que d'émotion à l'arrivée de Laura Flessel qui déroge au protocole pour saluer sa maman. Ministre des Sports, ministre de toute la France, se plaît-elle à répéter ? Le retour au pays natal revêt un caractère particulier. C'est aussi son premier déplacement en Outre-mer. Je pense que le symbole, il est fort. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je suis la ministre des Sports. Mais je suis insulaire, je suis née ici. J'irai en Martinique demain parce que je pense qu'il y a des choses aussi à faire. On est une terre de champions, on a aussi le sport et société à défendre. Donc du coup, voilà, je suis ravie. Arrivé avec beaucoup de retard, le programme de Madame le ministre des Sports l'a conduit au tennis club de Dugazon, le plus vieux de la Guadeloupe, 65 ans. Un club aux allures de maison de quartier, multi-activités, une fierté pour ses membres qui luttent au quotidien pour l'insertion des jeunes par le sport. Je crois que c'est la reconnaissance quelque part d'un travail en profondeur que le club a initié depuis quelque temps, permettre en fait l'épanouissement de tout chacun dans sa pratique du sport. C'est notre ministre des Sports et en plus elle est guadeloupéenne, donc en plus elle a été plusieurs fois championne olympique. Je pense que pour notre club c'est une grande chance en fait, parce que ça nous permettra en fait d'avoir une visibilité plus grande. Ce voyage est une première étape. Comme pour les autres régions, elle puise toutes les expériences afin d'écrire sa feuille de route, tout en poursuivant le travail de son prédécesseur, Patrick Caner. Il avait engagé 20 millions par an sur 4 ans pour la rénovation et le développement des infrastructures sportives, souvent vieillissantes et pas aux normes. Il y a un travail qui a été fait. On vient annoncer un renforcement. Tout va continuer. On ne peut pas faire de sport sans infrastructure. On en a besoin et ça coule de source qu'on va continuer à travailler en ce sens. Et c'est la raison aussi pour laquelle je suis là. C'est de travailler encore plus avec les acteurs économiques, les acteurs sportifs et la société civile. Après le tennis club de Dugazon, Laura Flessel ira à la rencontre des organisateurs des 10 km de l'Hexagone, dont elle était la marraine, pour être aux côtés des cérébraux lésés. C'est le deuxième objet de sa visite, les bienfaits du sport pour la santé et la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Voilà votre planning du don du sang. Rendez-vous demain au Lamentin, à la zone de Maniti, entre 8h et 13h avec les équipes de l'EFS.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à suivre votre Sport Week-end avec Eric Chassol. À tout de suite.